Bonjour, bienvenue à tous et à toutes de la 5e 1 et de la 5e 2 dans notre deuxième séance consacrée à la séquence 5 d'histoire, les campagnes dans l'Occident médiéval. Je n'ai pas encore pris la peine de commenter l'image de la diapositive. Sachez que c'est une magnifique miniature du Moyen-Âge. Peut-être vous rappelez-vous que les miniatures sont des dessins à l'encre et à la plume. Et cette image est extrêmement célèbre puisqu'elle est tirée d'un livre, d'un ouvrage très connu du Moyen-Âge qui s'intitule Les très riches heures du duc de Berry. Et on voit à l'arrière-plan un gigantesque château fort qui surplombe une ville. Puis, plus près de nous, en plan intermédiaire, la campagne travaillée par les paysans qui sont en train visiblement de faire les foins. Si vous êtes observateur, vous verrez des paysans en train de se laver, en train de nager dans un cours d'eau, ce qui tord le cou à une légende affirmant que les hommes du Moyen-Âge n'aimaient pas se laver, ou tout simplement qu'ils ne savaient pas nager. Oui, c'est vrai que beaucoup d'hommes du Moyen-Âge ne savaient pas nager, mais cette image nous prouve quand même le contraire. Et ce qui est peut-être aussi le plus intéressant, c'est que nous avons au premier plan un cortège d'hommes et de femmes à cheval. Ce sont des nobles, c'est le seigneur et sa suite. Le seigneur qui est probablement celui qui monte le cheval blanc, celui qui est le plus richement habillé. Devant lui, sur un cheval gris, un couple. L'homme tient un oiseau en main. Alors en fait, il ne le tient pas véritablement en main. C'est simplement pour illustrer la chasse au faucon. Le faucon, c'est un animal c'est un rapace, comme vous le savez sans doute, qui va chasser d'autres oiseaux pour le compte des hommes, à condition évidemment d'avoir été dressé pour ça. Et le faucon se trouve sur la main gantée de cuir du paysan qui se trouve au pied du couple. C'est le piéton, l'homme qui est à pied, voilà. Et donc nous avons une vision du monde des campagnes au Moyen-Âge et une première idée des rapports sociaux entre les nobles qui pratiquent des loisirs, notamment la chasse au faucon, et puis les paysans, eux, qui s'amusent beaucoup moins puisqu'ils sont surtout là pour travailler. Au cours de cette deuxième séance consacrée aux campagnes dans l'Occident médiéval, nous allons ensemble défricher les grandes étapes de la construction des campagnes de l'Occident médiéval à travers notre habituelle frise chronologique avec nos 6 dates. Donc, grand B, les étapes de la construction des campagnes de l'Occident médiéval, avec comme question, quelles sont-elles, ces étapes de la formation des campagnes en Occident entre les 10e et 15e siècles, entre les 11e, je devrais même dire, et 15e siècle, c'est-à-dire entre les années 1000 et 1400. La deuxième moitié du Moyen-Âge, si vous voulez. Voilà la frise chronologique que j'ai préparée à votre intention. Donc vous voyez qu'elle part grosso modo, elle est du 10e siècle, les années 900, et s'arrête à la fin du 14e siècle. Donc on a devant nous la deuxième moitié du Moyen-Âge, et je vous demanderai de bien vouloir passer en couleur, en jaune ou n'importe laquelle des couleurs que vous souhaitez, que vous avez sous la main, passer la période qui va de 990 jusqu'à 1290. On a 300 ans d'histoire des campagnes du Moyen-Âge, et c'est elles qui vont constituer, ces 300 années qui vont constituer le cœur de notre étude. La première des dates qu'il faut que vous mémorisiez, qui doit faire partie de votre bagage de connaissances de la séquence, c'est les années 900-1000. Alors, il ne faut pas chercher une date très précise, un jour, un mois, une année précise. Disons que
au cours de ce siècle, qui est le Xe siècle, on voit naître en Europe les premiers villages, du moins en Europe occidentale. À peu près à la même époque, vers l'an 1000, et vous pouvez noter l'orthographe de l'an 1000, M-I-L, ça n'est pas une faute de frappe, hein, c'est pas comme si vous vouliez faire un chèque de 1000 euros. Un chèque de 1000 euros, il faudrait l'orthographier M-I-2-L-E, mais quand en histoire on parle de l'an 1000, on l'écrit M-I-L. Donc aux alentours de l'an 1000, à la charnière entre les 10e et 11e siècles, naissent, parallèlement aux premiers villages en Europe occidentale, les premiers châteaux forts, naissent les premiers châteaux forts dans les campagnes occidentales. Et vous reconnaissez peut-être le dessin du cartulaire du château fort de Vimy. Le troisième repère chronologique que je vous ai sélectionné pour la séquence et pour la séance s'étend du XIe au XIIIe siècle et représente l'époque des grands défrichements des campagnes occidentales. Donc à nous de voir de quoi il s'agit quand on parle des grands défrichements, nous le découvrirons ensemble. Et parallèlement au grand défrichement des campagnes occidentales se déroule le recul du servage. Alors, je vous expliquerai plus en détail ce qu'est un serf au Moyen-Âge. Pour l'instant, comprenez qu'il s'agit d'une catégorie particulière de paysans. Des paysans qui travaillent dur, qui vont déforester, qui vont faire reculer la forêt, et en échange de ce travail très dangereux et très pénible, ils vont acquérir un bien particulièrement précieux à leurs yeux. Ils vont devenir des hommes libres. Donc vous l'aurez compris, les serfs, ceux qui étaient victimes du servage, n'étaient justement pas des hommes libres. Alors, le quatrième repère est composé d'une date unique, même si c'est une date qui recouvre quand même une période d'une centaine d'années, c'est le XIIIe siècle, donc les années 1200 quelque chose. C'est la mise en place de ce qu'on appelle l'ordre seigneurial dans les campagnes. C'est-à-dire que les seigneurs vont dominer la société des campagnes, l'économie des campagnes, et vous avez sur cette image des paysans qui sont obligés de travailler sous la surveillance de l'homme qui est debout à gauche, qu'on appelle l'intendant. L'intendant, c'est, comment pourrais-je dire, le bras droit, le contremaître, l'homme de confiance du seigneur. Et cet homme-là a pour mission de veiller à ce que les paysans remplissent leur rôle au profit du seigneur, c'est-à-dire de cultiver pour lui. Et vous voyez que l'intendant a deux bâtons, un dans chaque main. Le premier, probablement pour s'appuyer, peut-être qu'il a des difficultés à marcher, mais le deuxième, c'est éventuellement pour caresser à coups de bâton le dos du paysan qui ne travaillerait pas assez vite et assez bien. Hein, vous l'aurez compris, il a deux bâtons, c'est pas pour faire du ski avec. Le cinquième et avant-dernier repère chronologique date du XIVe siècle, donc les années 1300 et quelques. On s'approche de la fin du Moyen-Âge, et là les temps deviennent durs pour tout le monde, dans les campagnes comme dans les villes, puisque le XIVe siècle est traversé par ce qu'on appelle la guerre de 100 ans, qu'on aura l'occasion de voir dans une autre séquence, lorsque les Français et les Anglais se font la guerre, et que cette guerre se déroule en France, essentiellement, le champ de bataille est en France, donc les populations des campagnes en subissent les effets dévastateurs. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, c'est bien connu, la guerre de 100 ans s'accompagne d'une grande famine. Et pour les survivants, ils vont en plus avoir à se battre avec une peste noire qui sera beaucoup plus mortelle néanmoins que l'actuelle épidémie de coronavirus qui fait que vous et moi, nous communiquons à distance. La peste noire de 1348. Bref, c'est une assez sale période et les conséquences pour les campagnes vont être très importantes. Le sixième et dernier repère, je vous le ferai remarquer, c'est le plus
pointu en termes de chronologie, c'est le plus précis, puisque c'est une année particulière, c'est l'année 1358, où là, dans les campagnes du royaume de France, particulièrement dans la région parisienne, c'est-à-dire l'Île-de-France, au nord de l'Île-de-France, c'est-à-dire la Picardie, et puis à l'ouest, c'est-à-dire la Normandie, donc pour dire les choses simplement, au nord de la Loire, et même au nord de la Seine, les campagnes s'enflamment littéralement, les paysans se révoltent contre les seigneurs. Là, vous voyez des paysans qui sont en train de taper sur un chevalier en armes, donc un seigneur, à coups de hache, pour le débiter comme s'il voulait couper un arbre, couper un fagot de branches. Et les révoltes paysannes, donc on tâchera de voir pourquoi les paysans se révoltent, eh bien on les appelle les jacqueries. Tout simplement parce que Jacques, qui est devenu un prénom, hein, peut-être que vous avez quelqu'un de votre famille qui se prénomme Jacques, eh bien les Jacques au Moyen-Âge, c'est ainsi que l'on a pris l'habitude d'appeler les paysans. Jacques Bonhomme, c'est un paysan. Et dans l'Allier, on continue encore souvent à appeler les paysans les Bounoum. Et les Bounoum, eh bien c'est Jacques Bonhomme du Moyen-Âge. Nous en avons à présent fini avec les 6 grandes dates de notre séquence et de notre séance. Donc il est temps de parler quelque peu des acteurs de la formation des campagnes de l'Occident. Alors, contrairement aux séquences précédentes où on avait des invités particulièrement prestigieux, hein, on avait un casting de rêve avec, rappelez-vous, Charlemagne, Muhammad, Justinien, Basileus, là, nous n'avons affaire qu'à des anonymes. Mais il faut avoir le plus grand respect pour les anonymes, parce qu'après tout, nous sommes nous-mêmes souvent des descendants d'anonymes. Et s'il n'y avait pas eu des anonymes pour peupler les campagnes du Moyen-Âge, eh bien vous et moi, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Alors, parmi les catégories d'anonymes que je voudrais distinguer, à tout seigneur, tout honneur, c'est le cas de le dire, le seigneur qui appartient à la noblesse. Quand on est un seigneur, c'est qu'on est de sang noble. Le seigneur, il est le propriétaire des terres, de toutes les terres, mais il n'est pas que cela, il est aussi le juge des paysans, dont il a le devoir d'assurer la protection depuis son château fort en cas de menace. Vous avez ensuite une deuxième catégorie incontournable dans la campagne, c'est celle du paysan. Donc c'est les travailleurs de la campagne. C'est un acteur majeur des grands défrichements. Le paysan travaille dur la terre pour nourrir son seigneur et sa famille, et nous aurons peut-être l'occasion de voir qu'il existe plusieurs catégories de paysans, les fameux serfs dont je vous ai parlé, mais aussi une autre catégorie de paysans qui porte un nom qui peut prêter à confusion, et qu'on appelle les vilains. Je reviendrai dessus lors d'une prochaine séance. Nous avons ensuite l'Église, qui est très présente dans les campagnes, très présente, rappelez-vous, le cartulaire de Vimy, à travers le curé qui officie dans son église, celui qui va baptiser les nouveau-nés, qui va enterrer les morts, chrétiennement, qui va marier les couples, distribuer les sacrements, mais aussi ces communautés de moines ou de bonnes sœurs qui vivent à l'écart de la foule des paysans, qui vivent ensemble dans des monastères, qui vouent leur vie entièrement à Dieu, qui sont mariés symboliquement à Dieu, mais qui, parce qu'il faut quand même bien aussi vivre et manger, sont aussi des paysans à part entière. Ils se partagent entre la prière et les travaux agricoles. Et enfin, j'aimerais que l'on n'oublie pas dans ce monde d'hommes le rôle essentiel joué par les femmes, les paysannes en particulier, qui sont les filles, les mères, les épouses des paysans, qui participent très durement elles aussi aux travaux agricoles et qui en plus souvent s'occupent de la maisonnée et de l'éducation des enfants. Déjà à l'époque, les femmes travaillent sans doute plus que les hommes. Voilà, c'est fini pour ce grand B.
C'est fini pour cette séance. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Donc maintenant, je vous demanderai de faire l'effort d'apprendre les dates. Et je vous dis à bientôt. Et rappelez-vous que, enfin, si vous parvenez à vous connecter sur l'ENT, je reste disponible pour des questions. À bientôt.